Bonjour à tous. Et, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue, comme Charlotte, à nos clients et partenaires qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce webinaire en partenariat avec la CCI des Hauts-de-France. Comme nous le faisons depuis le début de cette crise sans précédent, nous souhaitions prendre le temps, encore une fois, de partager avec vous nos dernières analyses et prévisions réalisées par le service économique. Donc, nous voulons profiter de la publication de notre dernier baromètre trimestriel de risque pays et sectoriel. Et à venir, dans quelques minutes, Bruno de Moura-Fernandez, notre économiste Europe de l'Ouest, nous parlera des perspectives économiques mondiales 2020 pour la fin de l'année et surtout 2021, dans ce contexte extraordinaire d'incertitude toujours extrêmement élevé. Et il fera aussi un point rapide sur la situation autour de nous en Europe. Et vous aurez ensuite, à la fin de la séance, l'opportunité de poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais tout de suite, je laisse la parole à Virginie Blida, directrice de la CCI des Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence. En effet, je suis très heureuse de pouvoir vous proposer en partenariat avec la COFAS, comme ça a été évoqué, ce premier webinaire pour vous donner des éléments de prospective sur les marchés. Et Dieu sait si l'incertitude est importante actuellement. De vous donner des clés, des outils d'aide, en tout cas, à la décision pour des positionnements sur les marchés, en complément, bien évidemment, de ce que la Team France Export, en fait, peut faire pour vous. On voit très bien que l'activité reste assez très entamée. On voit que même si il y a le recul moyen du chiffre d'affaires des entreprises qui travaillent à l'international était moins marqué qu'à fin juin. Il reste quand même très entamé à fin septembre avec des secteurs toujours très très impactés par toutes les défaillances et hormis le commerce de détail, le BTP, mais surtout les services et les services aux entreprises particulièrement. On a très bien vu, et là je parle sous couvert de la COFAS, qui dira ça mieux que moi, car ces informations sont leurs. On voit qu'il y a eu un maintien au niveau des défaillances jusqu'à avril de 2020, que les indicateurs montrent qu'il y a très très peu, il y a une très forte baisse de la défaillance en fait à partir d'avril. Tout est mis évidemment sous couvercle et en perfusion avec toutes les aides de l'État. Totalement logique. On a des qui estiment avoir des difficultés de financement, qui projettent encore de grosses difficultés de financement au quatrième trimestre 2020. Ça, c'est le fruit d'une enquête de notre observatoire de la Société de région, à 80% en fait sur la trésorerie, bien évidemment. Et qui ont besoin, on le disait, de visibilité face à cette incertitude. Donc, d'où l'intérêt de ce webinaire et de notre action combinée, on va dire, entre les éléments extrêmement pointus que la COFAS peut offrir maintenant et l'action de la Team France Export. Cette Team France Export qui, je pense que maintenant c'est relativement connu de tous, qui est tout d'abord une volonté gouvernementale de regrouper au premier chef des acteurs publics, en l'occurrence les directions internationales des chambres de commerce, Business France et des pays, plus d'efficacité dans le dispositif et mutualiser nos ressources et nos moyens, sachant qu'évidemment, ça se met que à l'instar d'une matrioshka, d'une poupée russe, c'est la toute petite poupée, sachant que la TFE, la Team France Export, dans son acception la plus large, comprend tous les acteurs, évidemment, de l'international, en passant par les douanes, les conseils du commerce extérieur, tous les acteurs privés, des acteurs comme la COFAS, etc. Donc, pour vous donner, aujourd'hui, on a un dispositif qui est extrêmement bien organisé. Toutes ces pièces, finalement, du puzzle que vous connaissiez de façon séparée sont maintenant au travers
de la Team France Export extrêmement assemblée pour donner la vraie big picture de l'accompagnement à l'international en France et ce qui nous intéresse en région. Tout ça pour dire qu'on parlait de visibilité, d'incertitude et de difficultés de financement. Aujourd'hui, avec le plan de relance export, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est non seulement en fait une offre qui s'est considérablement adaptée. Forcément, les prospections à distance obligent, avec l'ouverture, avec les fermetures et ouvertures permanentes de marchés internationaux, les difficultés que chacun peut rencontrer, mais ce sont aussi des leviers financiers optimisés totalement entre les aides régionales et les aides nationales au plus grand profit des entreprises. Mais cela vous sera expliqué plus en détail un peu plus tard. L'idée, et je crois que c'est ça que vous devez bien retenir, c'est que on a aujourd'hui un levier, un dispositif sans précédent, extrêmement puissant pour pouvoir vous accompagner avec un écosystème qui est très très bien articulé, qui a l'habitude de travailler ensemble et qui est reconnu. Et c'est bien parce qu'on sait, et bon nombre d'études l'ont montré, que les entreprises qui exportent, qui travaillent à l'international sont plus stables, plus résistantes que les autres, que si aujourd'hui, malgré ces incertitudes, mais ça va être abordé par notre économiste aujourd'hui, mais c'est le moment de donner corps à son idée, de lui donner toute cette chair grâce à tout ce qui est mis en place aujourd'hui et le plan de relance export. Très honnêtement, et de maintenant jusqu'à fin 2021, c'est la meilleure fenêtre de tir qui soit. Et je pense que là, ensemble, en tout cas, et en mêlant ces informations, ces outils, ces leviers, et en allant chercher la plus grande mobilisation de cet écosystème, c'est vraiment à l'avantage total des entreprises. Et tout de suite la parole à Bruno de Moura-Fernandez, notre économiste COFAS, qui va vous présenter donc les perspectives économiques en 2020-2021 pour la France, mais également pour nos proches voisins en Europe. Et dans le monde. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Bruno de Moura-Fernandez, économiste pour l'Europe de l'Ouest chez COFAS. Et aujourd'hui, on va voir un panorama de l'économie mondiale. Et puis, effectivement, on va faire un focus sur l'Europe, ce qui est peut-être le focus le plus pertinent actuellement, avec cette seconde vague qui arrive. Et vous allez voir, bon, évidemment, beaucoup de risques, beaucoup d'incertitudes, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair au cours de la prochaine demi-heure. Donc, pour commencer, ah oui, et ici sur ces graphiques-là, vous pouvez faire un zoom sur la gauche justement de votre écran. Où sous le chiffre vous avez une petite lunette avec un plus, et comme ça vous pouvez zoomer et voir un peu mieux ces pays. Mais donc sur ce slide ici, on vous montre ce qui conditionne, on va dire, l'économie et puis nos vies depuis maintenant plusieurs mois. Donc l'évolution de la situation sanitaire dans les différentes parties du monde, où ici, ce qui nous semble intéressant sur ce graphique-là, c'est de voir où en est chaque partie du monde. Globalement, si vous regardez sur la gauche de ce graphique, vous avez tous les pays européens, avec donc la France en haut à gauche, tout en haut à gauche, puis en dessous l'Espagne, les Pays-Bas, on a également à côté l'Italie, l'Allemagne. Et vous pouvez voir que globalement, la seconde vague est partout en Europe. On a partout la courbe verte, celle des nouveaux cas, qui prend une forme exponentielle, bien plus élevée que lors de la première vague, mais ça, on sait que c'est aussi et même principalement grâce à des capacités de test bien supérieures. La courbe de décès, vous voyez, monte beaucoup plus lentement. Mais évidemment, ce qui a poussé tous les gouvernements d'ailleurs en Europe actuellement à progressivement mettre en place des mesures restrictives, ce sont on va dire ces nouveaux cas qui ne cessent de grimper, qui prennent une forme exponentielle, en sachant qu'il y a une grande chance pour qu'ensuite
justement, après ces nouveaux cas, on est avec quelques semaines de retard également des décès assez importants. Vous pouvez voir que globalement, si on regarde en Amérique du Nord, on a des formes peut-être légèrement différentes, surtout aux États-Unis, où on n'a pas une première puis une deuxième vague, mais on a plutôt, vous voyez, différentes vagues. Ça, c'est parce que évidemment la situation est hétérogène aux États-Unis, avec des États qui n'ont pas été affectés tous de la même façon lors de la première vague au printemps, on va dire, et puis aussi qui ont eu des réponses différentes en ouvrant et puis en refermant à des moments différents, ce qui fait qu'on n'a pas comme dans nos pays en Europe une situation homogène sur le territoire et donc des formes moins claires évidemment de l'évolution de la pandémie. En Amérique du Nord, voilà, vous voyez, on repart quand même largement à la hausse. Au Canada, c'est très clair, c'est comme en Europe et aux États-Unis, sans grande surprise aussi. Il faut remarquer que notamment en Europe, on a eu une forte accélération au moment de la chute des températures, à peu près à mi-octobre, et donc on peut penser, mais comme on s'y attendait, on va dire cet été, à une accélération et au fait que cette nouvelle situation, cette nouvelle normale, cette nouvelle norme se poursuive au cours des prochains mois. Et c'est ça d'ailleurs ce qui est peut-être le plus inquiétant dans cette situation, c'est-à-dire qu'on voit en Europe que dès qu'on a relâché et que l'hiver, ou plutôt l'automne est arrivé avec une chute des températures, mécaniquement ça a augmenté. Ça a augmenté partout et c'est passé hors de contrôle, on va dire, également un peu partout. Ce qui du coup en fait pose également la question de l'évolution de cette épidémie dans le reste du monde. Puisqu'évidemment, alors dans le reste du monde, et c'est ce que vous voyez sur la partie droite, on a eu une explosion de la pandémie bien plus tard. Bien plus tard, alors déjà parce que c'est arrivé plus tard, parce qu'évidemment c'est parti, en tout cas tout laisse à penser que c'est parti de Chine, puis ensuite c'est arrivé en Europe via l'Italie, et ensuite seulement ça s'est propagé dans le reste du monde, et donc mécaniquement c'est arrivé plus tard, mais aussi c'est arrivé pendant l'été dans l'hémisphère sud, et on a vu ensuite une très nette accélération dans tous les pays, vous voyez, de l'hémisphère sud, soit en Argentine même un peu plus tard, mais sinon on a eu voilà au Brésil, on peut voir aussi le Pérou par exemple. Le Mexique, bon, on va dire qu'il est dans l'hémisphère nord encore, mais vous voyez, avec un climat assez différent, et donc on a eu une hausse plus tardive. On a désormais une tendance, on va dire, on voit que le pic est passé dans la plupart de ces pays-là, et notamment par exemple au Brésil. Mais malgré tout, la question se posera ensuite, évidemment, si un vaccin n'est toujours pas trouvé et commercialisé d'ici l'hiver prochain dans ces pays-là, alors tout porte à croire que on pourrait également avoir une seconde vague là-bas aussi, dans la mesure, encore une fois, tout porte à croire qu'on devrait avoir un comportement relativement similaire. Donc ça pose aussi des questions sur les prochains mois et même sur l'année prochaine dans ces pays-là, au-delà de la situation en Europe. On a également le sujet de l'Inde qui, en fait, vous voyez, dans un premier temps, s'est plutôt bien comporté. On pensait que cette partie du monde était, on va dire, un peu épargnée. Et puis, finalement, c'est vraiment parti, on va dire, hors de contrôle, avec une baisse depuis maintenant quelques semaines, mais donc le nombre de cas qui a vraiment explosé à ce moment-là et qui a beaucoup affecté l'économie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec notre carte d'évaluation pays, celle qu'on a publiée le 1er octobre dernier, avec, vous le voyez en fait ici, bon, tout d'abord peut-être que ce qui saute aux yeux, c'est la couleur globalement rouge, globalement orange. Ça ne vous surprendra probablement pas dans un contexte de crise absolument sans précédent et de crise mondiale, avec donc beaucoup de pays à risque élevé ou très élevé, et puis plus aucun pays en A1, plus aucun pays où le risque est très faible, encore une fois, à partir du moment où on a même par exemple en Suisse, au Luxembourg, qui sont des pays normalement extrêmement sûrs, sont des pays qui sont affectés par la Covid, et donc mécaniquement le risque y est au moins, on va dire, peu élevé.
Et malgré tout, vous pouvez voir que ce trimestre-là, on a seulement procédé à 5 abaissements d'évaluation, mais cela s'explique par le fait que lors des trimestres précédents, on a procédé à la dégradation de 71 évaluations pays, mais encore une fois, rien de très surprenant, vu l'ampleur de la crise, il allait de soi évidemment de dégrader les évaluations des pays. Les deux principales dégradations ce trimestre-là sont l'Inde. Encore une fois, l'Inde en fait a été très affectée plutôt sur cet été par la Covid et a enregistré la plus mauvaise performance au niveau mondial en termes économiques au deuxième trimestre, avec moins 26% du PIB au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Encore une fois, c'est le plus mauvais chiffre. Devant les pays européens, comme le Royaume-Uni, on a également eu Espagne, Italie, France très affectés, le Mexique également, et ensuite derrière on a eu l'Afrique du Sud. Pour certains pays, en fait, ici, il faut bien remarquer que donc tous les continents n'ont pas été affectés de la même manière. On sait que bon, au début, la pandémie a affecté l'Asie, avec la Chine principalement, et qu'ensuite ça a été toute l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est devenue l'épicentre de cette pandémie, puis l'Amérique du Nord et puis Amérique du Sud surtout cet été. Donc on a clairement en Afrique eu, on va dire, peu de cas, ou en tout cas la situation a été bien meilleure que ce qu'on a pu anticiper à un moment, ou ce qu'on a pu craindre. C'est également le cas en Asie par exemple. Mais c'est pas pour autant que ces pays-là, évidemment, ne sont pas affectés, parce qu'il faut bien comprendre que au niveau mondial, dans la mesure où la plupart de ces pays en développement sont interconnectés avec les pays très développés, ça veut dire simplement que si les principales économies vont mal, ça veut dire moins de tourisme pour le reste du monde. Ça veut dire également moins de rémittances, moins d'envoi de fonds de la part de toutes les personnes qui sont immigrées, toute la diaspora de ces pays-là qui ont migré justement dans d'autres pays et qui ne peuvent pas renvoyer d'argent, ou moins, dans la mesure où, encore une fois, la situation économique s'est très fortement dégradée un peu partout. Et puis ensuite, il y a l'autre grande question qui est celle de la dette publique, qui, alors on va en parler un petit peu ensuite en Europe, mais qui pose beaucoup moins de questions que évidemment dans les pays émergents et dans les pays en développement. Parce que ces pays-là, et notamment ceux qui ont dû faire face à la crise économique, à la crise sanitaire, ont dû augmenter leurs dépenses énormément. Tout d'abord en termes de santé, évidemment, mais aussi après pour soutenir l'économie, pour essayer de mettre en place des allocations un peu pour les ménages, essayer de soutenir les entreprises. Et donc, on parle de montants évidemment extraordinaires. Et encore une fois, après, il s'agit de se financer. Et autant à court terme, tous les pays ont réussi plus ou moins à se financer, autant ensuite, on va se retrouver avec des niveaux de dette assez élevés. Mais encore une fois, la question qui se posera sera celle du refinancement de ces dettes-là, et dans quelle mesure les marchés accepteront de continuer à financer la dette de pays qui sont vus plus à risque, de pays qui sont vus moins crédibles sur la scène internationale. Et on sait bien que le risque souverain est bien plus élevé dans ces pays-là, dans les pays en développement, dans les pays émergents, dans les pays qui dépendent de fonds étrangers. Donc il y aura clairement, peut-être pas forcément actuellement maintenant à court terme, mais très vite à moyen terme, on aura probablement un risque souverain qui va se poser dans beaucoup de pays, parce qu'encore une fois, cette crise pandémique, cette crise extraordinaire, pour le moment, on va dire, résulte en chute d'activité, et à moyen terme, ça va clairement entraîner une forte hausse de l'endettement, ce qui va poser la question après du refinancement. Et encore une fois, il n'y a pas de free lunch comme on dit au Royaume-Uni. Et l'autre question à moyen terme, on va dire, parce que maintenant il s'agit, et il est vrai en fait, on s'est posé la question pour ces pays-là de l'après première vague, mais en fait bon, il faudra voir évidemment quelle forme prendra la potentielle seconde vague dans ces pays-là, on va dire au cours des prochains mois. Mais déjà, la grande question va être comment vont réagir les populations
dans ces pays qui ont été affectés. Parce que il y a évidemment une question qui est celle en Europe, mais on va le voir où les populations ont quand même été très protégées parce que les États en ont les moyens, les États peuvent s'endetter, peuvent aller sur les marchés et s'endetter, et donc ont pu mettre en place des mesures de chômage partiel, par exemple, de soutien très généreux. Maintenant, dans le reste des pays du monde, on a évidemment eu beaucoup moins les moyens de mettre en place ces mécanismes de soutien, et donc pour dire les choses clairement, on a eu une très forte augmentation des inégalités, puisque les métiers les moins qualifiés sont ceux qu'on ne peut pas faire en télétravail, sont ceux qui étaient les plus affectés. On a également eu évidemment toute la question du travail informel, qui évidemment, à partir du moment où on a dû fermer des commerces, etc., beaucoup de personnes se sont retrouvées sans revenus ou avec de très faibles revenus. Et donc, mécaniquement, on va avoir une hausse des inégalités, hausse du chômage, hausse des inégalités dans ces pays-là. Et donc, ça va mécaniquement entraîner une hausse de la frustration sociale, de la grogne sociale. Et donc, vous voyez ici sur le graphique de droite notre indice de risque politique et social. Et vous voyez que évidemment beaucoup de pays sont assez hauts. Et dans notre indice, en fait, on prend compte à la fois les inégalités et tout ce qui peut générer de la frustration, et ensuite on essaye de prendre en compte les outils qui peuvent ensuite justement transformer cette frustration en une révolte politique. Parce qu'il s'agit évidemment pas seulement de voir les inégalités si la population n'est au final pas éduquée ou n'a pas les moyens de se révolter. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait notre risque politique. Et vous voyez qu'on a beaucoup de pays qui sont sur un risque assez élevé. À chaque fois que vous voyez de droite, ce sont les moyennes mondiales. Et à cet indice-là, on a essayé de croiser justement l'impact du Covid. Alors, pour les pays les plus développés, ce que je vais vous montrer après, on a le pourcentage de personnes qui sont satisfaites de la façon dont le gouvernement a géré cette crise, puisqu'on sait qu'évidemment, cette crise a entraîné des privations de liberté, etc. Mais pour tous les pays, nous n'avons pas forcément cet indice-là, on n'a pas forcément de sondage fiable, et donc on a décidé de faire un indice du Covid-19 en fonction du nombre de décès, du nombre de cas, etc., afin de voir quels pays avaient été les plus affectés par le Covid. Et vous voyez justement ici que donc on a énormément de pays qui étaient déjà à risque, on va dire, avant cette crise-là, des pays où il y a de fortes inégalités, et où en même temps on a, vous le voyez, qui ont été très affectés par la Covid, et ça principalement en Amérique latine. Donc on a un risque politique très élevé en Amérique latine. Et puis même par exemple en Pologne. Ici, vous voyez que la Pologne a été relativement faiblement affectée par la Covid, en tout cas lors de la première vague. On sait que là, lors de la seconde, c'est encore différent. Mais même lors de la première vague, seulement 30% de la population approuvait la façon dont le gouvernement a géré cette crise-là. Donc on voit que ça peut vraiment créer un risque. On peut avoir un effet à retardement, encore une fois, qu'il faudra suivre et qui pourrait devenir l'un des principaux enjeux à moyen terme. Et encore une fois, en fait, ce risque politique ne va pas seulement se matérialiser dans les pays en développement. Dans les pays développés, on pourrait aussi avoir des répercussions importantes. Encore une fois, ici, on vous montre donc le risque politique où vous voyez tous les pays sont en dessous de la droite à autour de 35%, ce qui veut dire que, sans grande surprise, le risque politique dans les pays développés est moins important parce qu'il y a aussi moins d'inégalités, etc. Mais dans le même temps, vous pouvez voir que dans beaucoup de pays, les populations sont mécontentes de la façon dont le gouvernement a géré la crise. Vous pouvez voir, c'est le cas notamment au Royaume-Uni, on a en France, en Espagne, aux États-Unis. Mais la question va ensuite être déjà comment va se passer la seconde vague et quelles répercussions ça peut avoir. Et typiquement, au Royaume-Uni, on a on va dire dans les sondages, la proportion d'Écossais qui sont en faveur de l'indépendance de l'Écosse a fortement progressé suite à cette crise du Covid. On a eu un effet Brexit et puis un effet crise du Covid où lors du précédent référendum,
les personnes en faveur de l'unité dans le Royaume-Uni étaient encore plus importantes, mais désormais, on a un 55-45 en faveur de l'indépendance, parce qu'encore une fois, les personnes ne sont pas forcément satisfaites de la façon dont Boris Johnson a géré la crise, et donc, vous voyez, ça peut forcément pousser, on va dire, un certain sentiment indépendantiste en Écosse. En France, ça pourrait avoir un impact sur l'élection présidentielle de 2022. Et puis en Espagne, c'est pareil. On peut aussi avoir, si certaines régions estiment qu'on a mal géré la crise, on va dire, nourrir un peu ce sentiment indépendantiste ou tout simplement la poussée des extrêmes lors des élections ou tout simplement des mouvements sociaux, hein, comme on avait eu avec les Gilets jaunes en France. Donc vous voyez, c'est pas forcément seulement en Amérique latine ou dans les pays en développement. On pourrait avoir des répercussions politiques à moyen terme dans le monde entier. Et donc vous voyez ici, on a une transition toute faite pour l'Europe. Pour l'Europe qui donc, je vous l'ai dit, alors dans un premier temps, ici on montre l'effet de la première crise, l'effet du premier confinement ou quasi-confinement. En tout cas, par exemple, vous pouvez voir en Suisse, Pays-Bas et Allemagne, des pays où il n'y avait pas de confinement strict, on a malgré tout eu une chute de l'activité de l'ordre de 9, 10, 12%. Là où, dans les pays les plus affectés et qui ont dû ou qui ont choisi de fermer complètement leur économie, Italie, France, Royaume-Uni et Espagne, on a eu une chute du PIB de l'ordre de 20%. Et vous le voyez tout simplement, même sur le simple effet du Royaume-Uni, vous voyez que en fait, la barre jaune est bien plus petite que dans les autres pays, simplement parce que le Royaume-Uni a commencé son confinement une semaine après, par exemple, après la France. Donc vous voyez l'impact que peut avoir une semaine de confinement strict comme on a eu en mars sur l'activité. C'est absolument considérable. Vous voyez, c'est à peu près 3% du PIB, si on parle d'un confinement strict comme on a eu en mars, avril et en mai. Mais ensuite, on a eu au troisième trimestre, on a les chiffres, vous voyez, pour les principales économies de la zone euro, on a eu un très fort rebond. On a eu un rebond également extraordinaire qu'on n'a jamais connu en temps de paix, avec, vous voyez, en France, plus 18%, des chiffres similaires en Italie et en Espagne. L'Allemagne, moins évidemment, mais tout simplement parce que le pays avait été moins affecté, donc il partait de moins loin. Et globalement, dans les principales économies de la zone euro, on s'est retrouvé à peu près 4 points en dessous de fin 2019, donc 4 points en dessous, on va dire, de la situation d'avant-crise. L'exception, c'est l'Espagne. L'Espagne, pour plusieurs raisons. Déjà, l'Espagne a été affectée en fait plus rapidement par la seconde vague. En Espagne, dès le mois de juillet, on commençait à évoquer la seconde vague. On voyait le nombre de cas augmenter. Des restrictions ont dû être mises en place. Et puis surtout, ça a beaucoup affecté le tourisme. Avec le fait que, évidemment, l'Espagne est très dépendante du tourisme et notamment du tourisme estival, à mesure où il n'y a pas forcément de sport d'hiver, c'est pas comme la France où Paris est évidemment la France dépend également du mois d'août et de l'été, mais on a également beaucoup de tourisme en décembre pendant l'hiver et puis dans les sports d'hiver, donc c'est plus diversifié que le tourisme espagnol. Et puis surtout par le fait que l'Espagne dépend notamment des touristes britanniques, qui sont les premiers touristes en Espagne. Et le gouvernement britannique avait décidé de mettre en place une quarantaine pour les touristes qui revenaient d'Espagne, donc une quarantaine de 2 semaines, parce que le nombre de cas commençait à augmenter très vite en Espagne. Et donc, vous voyez, les Britanniques forcément ne sont pas allés en Espagne, et donc on a une économie qui a été affectée plus rapidement que les autres, et même dès le troisième trimestre, dès le début de l'été en réalité. Donc c'est pour ça qu'on est plus loin, enfin en tout cas on était plus loin du niveau normal en Espagne au troisième trimestre. Mais globalement, vous le voyez, on avait quand même eu un rebond assez élevé. Pour se retrouver à 4 points, encore une fois, ce qui veut dire simplement qu'on était encore loin en fait quand même d'un niveau normal, on n'a pas forcément tout récupéré, mais malgré tout, et c'est ce qu'on va voir en fait, dans certains secteurs, on a réussi à rebondir assez bien, et puis dans d'autres, on était encore assez loin en réalité. C'est ce que vous voyez ici, où alors
dans les prochains graphiques, je vais vous montrer l'évolution en France, mais c'est parce qu'aussi c'est le pays où on a le plus de statistiques, les statistiques les plus à jour au niveau européen, et surtout que pour une fois, et c'est d'ailleurs on va dire le seul avantage de cette crise, c'est qu'en termes économiques, on a des effets qui sont quand même très similaires un peu partout, dans la mesure où tous les pays sont affectés par le même choc, et puis tous les pays ont adopté plus ou moins les mêmes réponses, et donc on peut voir les mêmes chocs sur les mêmes secteurs et des rebonds qui peuvent également être comparables. Donc c'est là tout l'intérêt de montrer les derniers chiffres les plus actualisés en France. Et vous pouvez le voir, donc on a eu un rebond de l'activité dans tous les secteurs au troisième trimestre, mais en fait certains restaient encore assez loin. C'est ce que vous pouvez voir ici avec l'hébergement et la restauration qui étaient toujours à environ 15% en dessous de son niveau d'avant-crise, en dessous de son niveau de fin 2019, mais également le transport. Et le transport ici, il est principalement affecté en fait par le transport aérien. Et on va le voir après justement sur le graphique de droite, l'impact que ça a sur la construction des matériels de transport, donc sur l'aéronautique, le transport aérien. La demande de passagers commerciaux a chuté de 65% depuis le début de l'année. Et en Europe, c'est évidemment encore plus. Même cet été, on était toujours à 80% de baisse par rapport à l'année précédente. Et bon, évidemment, les perspectives sont assez dégradées au cours des prochains mois, puisqu'évidemment, il y aura probablement une situation similaire à celle qu'on connaît actuellement en Europe, et donc probablement très, très peu de trafic aérien. Donc voilà, vous voyez, on a certains secteurs qui restaient encore très affectés au moment même où justement cette seconde vague et les mesures restrictives qui vont avec ont été mises en place. Ensuite, on a vu un secteur comme par exemple la construction très affecté dans un premier temps, moins 30% d'activité, vous le voyez, entre T4 et le deuxième trimestre, mais ensuite un fort rebond. La construction n'était plus qu'à environ 5% de son niveau normal, et tout ça parce que la construction était principalement affectée par l'impossibilité de produire, par la fermeture des chantiers. Or, à partir du moment où on a ouvert à nouveau cette possibilité, on a eu un fort rebond de la construction, même si, et d'ailleurs, il est important maintenant de commencer à se projeter sur le second confinement. Ce second confinement va moins affecter la plupart des secteurs, puisque autant dans le premier, on a eu une chute, vous voyez, de l'activité générale parce que on a on a fermé les activités qui étaient non essentielles, donc on a également fermé les usines, les chantiers et autres, et puis les enfants étaient à l'école, n'étaient pas à l'école, et donc mécaniquement les parents devaient les garder. Donc très vite, on a eu quasiment aucune activité, sinon celle de l'agriculture. Cette fois, ce sera différent. On va dire, on a seulement fermé les commerces, les restaurants, les bars, mais sinon globalement le reste reste ouvert. Donc on n'a pas de choc d'offres, on peut produire, mais la question évidemment sera celle de la demande. Celle de la demande, et par exemple pour l'industrie automobile, ce qu'on voit ici avec on va dire un certain rebond au mois d'août sur l'automobile. Vous voyez, c'est très affecté en moins 95% de production en avril. Là, en août, on n'était plus qu'à moins 8, moins 9% de production. Cette fois, probablement, le secteur automobile sera moins affecté parce que on peut continuer à produire, les usines peuvent continuer à opérer, à fonctionner. Également, l'État a autorisé le click and collect, ce qui veut dire que vous pouvez acheter votre véhicule en ligne et puis ensuite aller le chercher. Mais évidemment, la question est dans quelle mesure la demande va rester ferme dans ce contexte, dans quelle mesure les gens, même s'ils en ont techniquement l'opportunité et la possibilité, vont réellement acheter des voitures de la sorte, ou même pour d'autres biens, là où encore une fois, dans tous les pays européens, les mesures sont mises en place progressivement,
et tous les pays européens vont vers un confinement plus ou moins souple cette fois. Mais globalement, même s'il s'agit de laisser l'économie encore ouverte ou le plus possible, la question sera très vite celle de la demande. Parce qu'il y a un moment où tous les secteurs ont rebondi. Là, vous le voyez, en fait, lorsqu'on regarde vraiment segment par segment, tous les secteurs ont rebondi entre avril et août. Mais déjà, il restait à un niveau moindre par rapport à la normale, par rapport à avant-crise. Et surtout, désormais, à ce moment-là, on avait produit pour répondre à la hausse de la demande. Or, justement, à partir du moment où la demande va rechuter dans la plupart des secteurs, ensuite probablement la production va aussi devoir s'adapter. Dans certains secteurs, on peut stocker pour ensuite le potentiel rebond ou le rebond qui devrait arriver un jour, même s'il est évidemment difficile de savoir exactement quand. Encore une fois, il ne s'agit pas non plus. On sait bien que les stocks sont coûteux et c'est pour ça également que l'État a prolongé le chômage partiel. Mais donc, comme je vous l'ai dit, si maintenant on se penche un peu vers l'avenir et qu'on essaye un peu d'anticiper ce qu'il va se passer, on peut penser que on devrait avoir on va dire un scénario assez similaire à celui de la première vague en ce qui concerne l'épargne des Français. En effet, vous le voyez sur le graphique de gauche, on a une chute limitée, on va dire, du pouvoir d'achat des Français de moins de 2% sur le deuxième trimestre. Donc, effectivement, c'est une chute qu'on n'a pas vue depuis la crise. Mais bon, malgré tout, c'est moins 2% seulement, là où la consommation des ménages a chuté de 20% pendant la crise. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a un taux d'épargne qui a explosé. Vous voyez déjà qu'il est globalement élevé en France, de l'ordre de 15%. Il a augmenté jusqu'à 27%. Mais encore une fois, et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que ces tendances que vous voyez là sont les mêmes partout en Europe. Parce que partout en Europe, les gouvernements ont mis en place des mécanismes de chômage partiel. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, même s'il est un peu moins généreux, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Belgique. Oui, c'est le cas partout et donc mécaniquement, les ménages ont perdu un peu de pouvoir d'achat, puisqu'à peu près partout, ils recevaient entre 70 et 85% de leur salaire net. C'est avec la France étant le pays le plus généreux en la matière. Mais globalement, on a eu une perte de pouvoir d'achat limitée par rapport à la chute de la consommation. Et donc, mécaniquement, partout, on a eu une explosion du taux d'épargne. Après, la question allait être dans quelle mesure les Français et les Européens en général allaient consommer cette épargne. Et évidemment, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont consommé, c'est vrai, mais pas forcément toute leur épargne, parce qu'il y a de l'incertitude et donc de l'épargne de précaution. Et mécaniquement, avec cette seconde vague qui arrive et la dégradation de la confiance des ménages, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, avec une inflexion dès le mois d'octobre de toutes les perspectives futures de la consommation des ménages, alors mécaniquement, on devrait avoir à nouveau de l'épargne de précaution parce que dans tous les pays européens, on a prolongé les mécanismes de chômage partiel ou d'activité partielle. Tous les gouvernements européens ont décidé de continuer à soutenir l'activité, de continuer à tenir à bout de bras les entreprises et les ménages ici. Juste sur le graphique ici à droite, l'échelle verte est inversée parce que sur le chômage, en fait, on demande aux gens qui pensent qu'il va y avoir une hausse du chômage. Et donc, quand la proportion augmente, ça veut dire que les perspectives se dégradent puisque plus de personnes estiment que le chômage va augmenter. Mais donc, vous voyez ici, tout a commencé à diminuer alors même que ces enquêtes, en fait, ont été menées début octobre. Donc là où on n'avait pas encore de confinement annoncé, et encore une fois, on voit également cette tendance dans tous les pays européens. C'est le cas au Royaume-Uni, en Belgique et un peu partout. Parce qu'encore une fois, les ménages européens ont bien compris, et d'ailleurs les gouvernements font passer ces messages-là, ils ont bien compris qu'on allait vers plusieurs mois, il est difficile de dire combien de mois exactement, 6, 7, 8 mois, le président de la République française a évoqué cet été, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, on va vers des politiques de stop and go avec des périodes de confinement,
des périodes de relâchement, mais probablement très graduel, très progressif, comme l'a annoncé le gouvernement français, avec probablement un déconfinement plus graduel que celui qui avait été mené au mois de mai, mais comme partout en Europe, encore une fois. Et ensuite, peut-être, si jamais le nombre de cas reste encore trop élevé et qu'on a dû déconfiner parce que Noël qui est une fête importante partout en Europe, alors probablement il faudra ensuite resserrer à nouveau les restrictions ou les laisser à un niveau élevé pendant très longtemps. Donc, les ménages européens ont bien compris que les prochains mois vont être difficiles et donc vont plutôt épargner que consommer à tout va. Et sur les entreprises, évidemment, c'est pareil. L'incertitude pèse énormément. Alors globalement, ici, vous voyez les intentions d'embauche et d'investissement, l'évolution de la tendance qui avait été globalement positive entre avril et septembre, et c'est pas une grande surprise, on voit bien que c'est directement corrélé à la situation sanitaire. En France, on sait bien qu'on a eu une vague d'optimisme, d'enthousiasme en juin, juillet, avec les chiffres qui restaient bas, les chiffres de contamination. Et puis voilà, vous voyez, finalement, on est arrivé à, malgré tout, une entreprise sur deux, une TPE ou PME sur deux qui comptait annuler ou reporter ses investissements ou ses embauches. L'impact direct probablement de cette seconde vague, c'est que la proportion d'entreprises qui comptaient maintenir ces projets-là va diminuer à nouveau, atteindre peut-être les niveaux de juin ou d'avril. Et vous le voyez, ce qui est intéressant sur le graphique de droite, c'est de voir les principales raisons. Parce que les principales raisons, c'est l'incertitude autour de l'environnement. Et encore une fois, on ne peut pas dire que cette seconde vague aide énormément dans ce sens-là, parce qu'évidemment, plus l'environnement est incertain, vous ne savez pas quelles sont les perspectives au cours des 5-6 prochains mois, avec encore une fois une date pour un vaccin qui est pour le moins incertaine, et donc mécaniquement on reporte ou on annule certains projets. Les contraintes de trésorerie, vous voyez, ne sont pas vraiment une question, ou assez peu. Pourquoi? Parce que tous les gouvernements européens ont mis en place des reports de charges, des exonérations de charges et surtout des prêts garantis par l'État. Ça a été le cas en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique. Un peu partout, donc les gouvernements ont décidé de couvrir entre 70 et 90% de la valeur des prêts faits aux entreprises. Et globalement, et c'est ce qu'on va voir sur le graphique, sur le slide suivant, globalement, la situation de trésorerie des entreprises est bonne. Et c'est pourquoi on a jusqu'à présent ces chiffres qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en fait sont assez logiques étant donné la situation et les stratégies choisies par les gouvernements, qui étaient probablement les seules qu'il y avait à mettre en place, en tout cas dans un premier temps. Et vous le voyez, le nombre de défaillances d'entreprises, ici je vous montre Royaume-Uni et France, mais c'est également le cas entre, on va dire, Espagne, Italie, et également Allemagne. On a une chute du nombre de défaillances. Vous voyez, on a à des niveaux ridiculement bas, ridiculement faibles, avec moins, même en septembre encore en France et au Royaume-Uni, moins 30, moins 40% de défaillances par rapport à septembre 2019. Et ça, alors même que par exemple en France, vous voyez, la suspension, alors le gouvernement avait mis en place une suspension d'obligation de se déclarer en défaillance si jamais vous étiez en cessation de paiement. Cette suspension a expiré le 24 août et donc la question était, est-ce qu'à partir du moment où les gens en cessation de paiement peuvent ou doivent se déclarer en défaillance, est-ce qu'on va avoir maintenant une explosion? Et la réponse est claire, non. On a très peu de défaillances, ce qui veut dire que les entreprises ne sont pas en cessation de paiement, grâce encore une fois à cet afflux de trésorerie venant des États, enfin des banques, mais couvertes par les États. Et vous voyez que partout en Europe, on a mis en place des amendements similaires. En Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie, globalement, on a suspendu les obligations vis-à-vis des défaillances. C'est-à-dire que si jamais vous êtes illiquide,
ou si jamais vous ne payez pas, les créditeurs ne peuvent pas vous forcer ou vous lancer ou ouvrir une procédure de défaillance contre vous. Globalement, dans tous ces pays-là, il s'agit jusqu'à la fin de l'année au moins, et probablement cela sera encore prolongé, il s'agit de rendre la défaillance volontaire, que seulement ceux qui n'y arrivent vraiment plus et n'ont plus la force, on va dire, encore une fois, se déclarent en défaillance. Mais malgré tout, encore une fois, en France, on pensait que c'était ça qui expliquait la chute du nombre de défaillances. Et en fait, même une fois que cette suspension a expiré, on avait on a encore très peu de défaillances, ce qui veut dire simplement que c'est une question pour le moment de trésorerie et d'État qui aide énormément les entreprises. Et la grande question sera évidemment quand il s'agira de tout rembourser. Mais on le voit bien avec le gouvernement français, qui, suite à l'annonce du second confinement, a reporté à mars 2022 le début du remboursement des PGE. Encore une fois, il s'agit vraiment pour l'État de lisser le choc le plus possible pour les entreprises qui, en France, mais aussi dans les autres pays, encore une fois, tous les gouvernements ont cette approche-là. Il s'agit d'éviter un choc de trésorerie sur les entreprises. Les États n'ont rien à y gagner puisque si les entreprises ne peuvent pas rembourser, c'est l'État qui perd l'argent au final. Et donc, il s'agit de lisser cela, que l'entreprise rembourse au cours des prochaines années. Donc, ça va pénaliser probablement l'investissement au cours des prochaines années puisqu'on va payer des intérêts et rembourser des prêts. Ça va également pénaliser probablement les embauches et d'autres projets. On va évidemment avoir des défaillances qui vont arriver, mais peut-être de façon plus lisse et probablement de façon plus lisse que si l'État avait exigé évidemment le remboursement des cotisations, des échéances fiscales et des prêts d'un coup. Si maintenant on passe justement au niveau mondial très rapidement pour finir et qu'on regarde concrètement l'impact en termes de choc économique, vous voyez, on fait face à la plus grande crise en temps de paix, la plus grande crise depuis 1945, moins 5% au niveau mondial, et ensuite un rebond à 4,4% en 2021, qui en fait pourrait être revu à la baisse si la pandémie venait à durer, et notamment surtout dans les pays européens. Et ce que vous voyez sur le graphique de droite, les pays européens sont les plus affectés sans une grande surprise au niveau mondial, avec des taux de croissance de l'ordre de moins 11, moins 12%. Pour les pays qui ont été le moins affectés par la crise, moins 6, moins 7. Et ensuite, un rebond qui, encore une fois, normalement devait déjà être incomplet par rapport et pour permettre de revenir à un niveau de PIB de l'ordre de fin 2019. Mais malgré tout, probablement, on va devoir revoir à la baisse le niveau de croissance pour les prévisions de croissance pour la France notamment et le Royaume-Uni, mais probablement aussi d'autres pays pour 2021, puisqu'encore une fois, on va probablement vers un Q4, un T4 pardon, négatif, un premier trimestre qui semble également se profiler comme difficile, et ensuite, encore une fois, beaucoup de choses vont dépendre de l'arrivée d'un vaccin, et ensuite, bon, évidemment, des stratégies de tests et de traçage, mais ça, encore une fois, on a vu que toutes ces stratégies-là avaient montré leurs limites, encore une fois, dans tous les pays européens cet été et au début de l'automne. Et pour finir, ici, je vous montre nos prévisions de défaillance d'entreprise. Donc, au niveau mondial, vous voyez, sans grande surprise, vu l'impact de la crise en termes de PIB, vu les chutes sans précédent d'activité, on prévoit une hausse partout des défaillances. Au niveau mondial, plus 32% en 2021 par rapport à 2019. On a très bien fait de ne pas prévoir pour 2020, parce que vous voyez, on est dans un environnement très atypique, où en fait, on n'a clairement pas en tout cas à ce niveau-là, une économie qui fonctionne normalement, puisqu'encore une fois, on a un État qui donne un afflux de trésorerie aux entreprises, qui suspend les obligations de défaillance, mais encore une fois, on pense que cela retarde seulement les échéances et qu'on va avoir une forte hausse des défaillances en 2021. Ici, vous voyez plus 16%, mais encore une fois, c'est par rapport à 2019. Vu que pour le moment, les défaillances chutent de l'ordre de 30-35%, ça veut dire qu'on partira d'un niveau très bas fin 2020 et qu'ensuite, il faut
une très forte hausse en 2021 pour compenser 2020 et en plus faire plus 16 en 2021. Donc probablement de fortes hausses de défaillance d'entreprises, surtout qu'avec ce deuxième confinement dans les pays européens, la question va vite se poser au-delà de la trésorerie, va être celle de l'intérêt de continuer l'activité, de continuer à s'endetter, de reprendre un PGE. Dans tous les pays, on a prolongé la possibilité de prendre un PGE. Ça a également été le cas au Royaume-Uni, par exemple. Mais la question va être, est-ce que ça vaut le coup de continuer à s'endetter pour une situation qui ne sera peut-être pas forcément meilleure au cours des 3, 4, 5, 6 prochains mois. Donc très vite, il va aussi y avoir probablement des défaillances volontaires. Très difficile, évidemment, de savoir quelle proportion on aura. Ici, les différences de taux entre les pays se doivent principalement au système, on va dire, de défaillance. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, elles réagissent très vite à l'activité parce qu'encore une fois, on fait face à des systèmes plus libéraux. Et puis ensuite, on a des pays comme Hong Kong où ça fait 2 ans de crise et de contraction du PIB. La Turquie également, qui avait déjà été affectée par des fuites de capitaux autrefois. Hong Kong, c'était les protestations politiques. Vous voyez, des pays qui, en fait, sont affectés déjà maintenant depuis plusieurs années. Et comme on sait, plus une crise dure, et plus les effets ensuite sont forts et plus ils sont difficiles à corriger. Le bon côté, c'est que encore une fois, on a affaire à une crise qui est un choc exogène. Une fois que cette pandémie sera sous contrôle avec l'arrivée d'un vaccin, ou en tout cas plus ou moins sous contrôle, on a vu au 3e trimestre qu'on avait un rebond très fort. On avait un rebond extrêmement important dans la plupart des secteurs. Et donc on sait que l'économie peut revenir assez vite à la normale, ou presque. La seule condition, c'est qu'on ne détruise pas trop le tissu économique d'ici là, avec pas trop forcément de chômage ni de défaillance d'entreprise. Derrière, encore une fois, il semblerait que dans la mesure où les ménages vont épargner, les gouvernements soutiennent, on devrait avoir un rebond fort de l'activité. Mais la grande question, c'est quand, évidemment. Je vais passer maintenant la parole à Nathalie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Nathalie Bod, CCI International, responsable expérience client pour la Team France Export Hauts-de-France. Peut-être Charlotte, si on peut mettre la présentation, s'il vous plaît. Merci. Alors, au travers de l'intervention très riche de Monsieur De Moura Fernandez, on voit bien que plus que jamais, l'export ne s'improvise pas. C'est vrai que cette période compliquée, c'est peut-être l'occasion de se préparer et de bien sécuriser son projet. Mais ça reste quand même une période durant laquelle on peut prendre des positions. Il faut prendre des positions et ce, même à distance. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'internationalisation. Moi, je vais pour ma part me focaliser sur quelques facteurs clés de succès et les solutions que nous pouvons proposer. Et je vais également aborder quelques leviers du plan de relance export tout à fait exceptionnel. Alors, nous proposons depuis plus de 10 ans, toute activité confondue pour CCI International, à peu près 3000 accompagnements d'entreprises par an. Et ce que on peut faire au moins 3 constats. C'est que les entreprises qui réussissent sont celles qui vont mener une action dans la durée à l'international. Celles qui réussissent sont aussi celles qui vont se préparer leur projet. Et celles qui vont aller vite, celles qui vont être solides, sont celles qui vont s'appuyer sur des réseaux, qui vont savoir s'entourer. Alors, mener une action, mener une action dans la durée, c'est fondamental. Au quotidien, notre équipe, nos conseillers accompagnent de façon individuelle les entreprises de leur portefeuille sectoriel. Un accompagnement individuel est un accompagnement donc sur mesure et il se fait sous la forme de parcours export. Voilà. Alors, le parcours export,
C'est quoi le parcours export? Eh bien, c'est un plan d'action que l'on va proposer à l'entreprise qui reprend des actions de préparation et des actions de prospection pour répondre bien sûr aux besoins et à l'objectif de l'entreprise. Ce sont des accompagnements qui sont proposés par la Team France Export, mais pas seulement, également par ses partenaires publics et privés. Un plan d'action, un parcours export, c'est un plan d'action avec bien sûr un calendrier de mise en œuvre, un budget, et nos conseillers vont pouvoir aussi aider les entreprises sur l'ingénierie financière de ce parcours export en identifiant des subventions et en identifiant bien sûr aussi toutes les solutions de financement, notamment proposées par BPI. Alors la deuxième étape de ce parcours export, c'est de le mettre en œuvre. Là aussi, nos conseillers sont aux côtés de l'entreprise pour la mise en œuvre de toutes les actions, d'en faire le suivi et la consolidation. Alors, le parcours export peut s'adosser à une demande de compte individuel export. L'ouverture d'un compte individuel export CIE, c'est quoi? C'est un levier financier sur de l'accompagnement individuel que propose la région Hauts-de-France. Il faut savoir que c'est à peu près une enveloppe de 800 000 € par an qui y sont dédiés. Le CIE fait partie du booster exportation, donc la politique d'accompagnement à l'international. Il permet d'obtenir donc une subvention jusqu'à 15 000 € sur 20 000 € de dépenses éligibles, avec un taux d'intervention habituel de 50%, mais qui, avec le plan de relance, peut être passé à 75% sur certaines lignes. On le verra un peu plus tard. Le CIE est très facile à obtenir en termes de procédure, puisque sous 48 heures, vous avez une réponse par rapport à votre demande. Alors, à noter que dans le booster exportation, il y a également un autre dispositif d'aide financière, mais là plutôt pour les accompagnements collectifs et qui permettent donc de financer des participations au programme France Export, qui est un programme donc des actions collectives proposées dans ce pays. Le taux d'intervention est habituellement aussi de 50% et passe avec le plan de relance export à 75% de taux d'intervention. Alors, deuxième facteur clé de succès, la préparation. Les bénéfices d'une internationalisation sont nombreux à condition de bien se préparer. Comment se préparer? Par quoi commencer? Quelles questions se poser? Et c'est vrai que pour le primo-exportateur, la première question qui va se poser, c'est suis-je en capacité d'exporter? Est-ce que mon entreprise est prête? Là, nous pouvons y répondre en réalisant un diagnostic export. Alors, le diagnostic export, c'est un outil et une méthode que CCD International a développé avec EY il y a quelques années, qui permet d'identifier les points forts et les points faibles en vue d'un développement international. C'est une photographie à un moment donné, mais pas seulement, parce que nos conseillers vont proposer bien sûr un certain nombre de conseils et de recommandations pour vous améliorer sur les points plutôt de faiblesse. Sachez que nous avons déjà réalisé plus de 800 diagnostics dans cette région. Pardon, j'avais oublié de vous présenter le slide. Voilà, donc ça fait partie de la structuration de la démarche. Deuxième question qui se pose, évidemment, c'est vers quel marché se tourner, quelle cible prioritaire. Eh bien, nous proposons de répondre à cette question avec méthode, à l'aide d'un outil de priorisation des marchés. Cet outil va se baser sur des critères qu'on va définir avec l'entreprise. Nous allons aller collecter l'information sur les marchés, nous allons l'analyser, la restituer et ça permettra donc d'identifier un ou plusieurs pays prioritaires. On va bien sûr assortir cette démarche de recommandation. Sachez d'ailleurs qu'elle peut être suivie par un test sur offre, qui est un produit tout à fait intéressant qui permet de tester l'offre directement auprès d'un panel de clients potentiels et qui est opéré donc par Business France. Alors, dernier outil de structuration de la démarche à l'international, le business plan export. Alors là, il s'agit d'un accompagnement encore plus complet puisqu'on fait un diagnostic interne-externe d'entreprise, on fait une priorisation comme vu précédemment, on fait également un cadrage du business model, on décline en plan d'action, on fait une analyse et une projection financière, enfin assez classiquement dans un business plan. Le business plan, c'est important, notamment pour bénéficier d'aide, pour obtenir des prêts et habituellement et pour obtenir donc l'accord par exemple d'actionnaires. Alors se préparer, c'est aussi bien appréhender le volet juridique et réglementaire.
quelle formalité douanière va s'appliquer, quelle réglementation va s'appliquer sur mes produits au niveau de mes conditions générales de vente, de mes accords commerciaux, est-ce qu'ils vont être adaptés au pays que je cible. Là, nous proposons de répondre à ces questions sur mesure et nos juristes qui travaillent donc pour la structure EEN, European Enterprise Network, nos juristes sont à votre écoute pour faire le point. Ils accompagnent environ une centaine d'entreprises par an sur ces thématiques importantes. Deuxième sujet à ne pas du tout négliger dans une préparation, c'est l'adaptation de votre communication orale, écrite et maintenant digitale dans la langue de votre client. Une traduction professionnelle, c'est important commercialement, c'est important juridiquement, c'est important sur le plan marketing et particulièrement à l'heure de la digitalisation. Alors, pour vous aider, notre centre de traduction s'appuie sur un réseau de 210 traducteurs et c'est plus de 16 langues parlées, donc pour plus de réactivité. S'entourer de compétences, c'est un autre volet important de la préparation en formant ces équipes aux techniques de commerce international. Notre centre de formation en technique de commerce international, qui est le plus important au nord de Paris, propose vraiment une offre très large, très complète sur les formations techniques de commerce international, les moyens de paiement, TVA, transport, logistique, formalités douanières, Incoterm, et plus récemment sur des thématiques comme le Brexit et comme le e-commerce pour l'export. C'est à peu près 50 sessions que nous proposons dans cette région chaque année, 400 stagiaires formés. Évidemment, notre offre de formation s'est adaptée à la situation et il y a un certain nombre de sessions qui sont proposées à distance. Second volet pour s'entourer de compétences, c'est de s'appuyer sur l'incontournable dispositif du volontaire international en entreprise qui permet de s'appuyer sur des jeunes talents dans des conditions tout à fait avantageuses, des avantages financiers, des avantages fiscaux, avec une gestion administrative déléguée à Business France. Concrètement, c'est un jeune que vous allez baser à l'étranger pour déployer votre projet export, mais qui pourra aussi passer un certain temps en France, 182 jours par an aujourd'hui. C'est un dispositif qui est depuis très longtemps très soutenu par la région Hauts-de-France, puisque vous pouvez bénéficier de 6 000 à 9 000 euros sur les indemnités de ce VIE. Donc c'est une subvention de la région Hauts-de-France. Sachez qu'avant la période de crise, on était parmi les régions les plus consommatrices de VIE, en 3e position, avec 357 VIE en poste en mars 2020. Alors, voilà, dernier facteur clé que je souhaitais aborder, c'est s'appuyer sur des réseaux. S'appuyer sur des réseaux, c'est important en effet d'échanger, de partager et de se soutenir dans un développement international. CETI International Hauts-de-France a beaucoup travaillé sur ce volet et nous proposons bien sûr de vous appuyer sur nos réseaux à l'étranger. Donc nos réseaux à l'étranger, il s'agit du réseau de la Team France Export. C'est 750 experts dans 65 pays, mais c'est aussi notre réseau EEN, qui est le plus grand réseau européen avec 4500 experts dans 66 pays. Et c'est enfin notre réseau WTC, le World Trade Center, avec 325 WTC dans 90 pays. Mais s'appuyer sur des réseaux, c'est aussi s'appuyer sur des réseaux en France, dans notre région, et nous avons pour cela des clubs d'affaires. On vous propose donc le club WTC qui est constitué à 80% d'entrepreneurs de l'international, nos 2 clubs géographiques, le club PECO, qui existe d'ailleurs depuis plus de 20 ans, et plus récemment, nous avons mis en place le Channel Hub sur l'incontournable thématique effectivement du Brexit. Alors, ces clubs proposent des rencontres, des workshops, des missions, mais aussi des grands événements de networking, comme je pense maintenant, assez connu Gala de l'International et les fameux trophées des meilleurs exportateurs, Lead Export. Depuis octobre, un petit nouveau dans nos clubs, le club Stratexio Nord. C'est un accélérateur de croissance à l'international. C'est un outil très opérationnel que nous co-animons avec le MEDEF. Un mot enfin sur nos grands partenaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer, Air France, DHL, Société Générale, pour bénéficier de leurs expertises à l'international et également davantage sur leurs offres. Voilà sur ce premier volet de ma présentation. Je vais maintenant aborder
quelques leviers du plan de relance export. Peut-être avant de démarrer, pour rappel, le plan de relance export, c'est 247 millions, une enveloppe de 247 millions sur 100 milliards sur le plan de relance au global. Concrètement, ça va se traduire par des mesures tout à fait exceptionnelles de l'État et des régions pour les entreprises, pour les aider à prendre et à reprendre des positions à l'international. Alors, le plan de relance export se décline en 5 axes et 13 mesures. Je vais aborder aujourd'hui les 3 premières, mais il s'agit donc de l'intelligence marché avec l'information aux entreprises, la prospection avec le chèque relance export, le volet de soutien de la jeunesse avec le dispositif VIE. Il y a bien sûr un renfort important des outils de financement export et la promotion de la marque France à l'étranger. Alors, sur le premier axe, intelligence marché, nous l'avons illustré d'ailleurs dans l'intervention précédente, c'est indispensable de suivre les évolutions des marchés et ce particulièrement depuis la crise sanitaire. Alors, dans le cadre du plan de soutien, la Team France Export a déployé d'importants moyens pour donner une information en temps réel sur les marchés étrangers et a développé donc un outil que l'on appelle la carte interactive Info Live Marché. Alors je vous ai mis en image à quoi ressemble cette carte, mais que vous pouvez retrouver sur la plateforme de solutions Team France Export de France. On verra ça juste après. Vous pouvez cliquer sur un des pays ou sur le pays cible pour pouvoir avoir une information en temps réel sur le climat des affaires, le niveau de confinement, l'état des transports, l'évolution des réglementations, toutes ces informations qui sont aujourd'hui cruciales pour aborder ces marchés. Sachez que sur la première période de cette année, c'est 65 000 fiches qui ont été téléchargées depuis cette carte qui est très plébiscitée par les entreprises. D'autres mesures d'ailleurs d'information avaient été mises en place sur cette première période avec à peu près 200 webinaires géographiques qui ont été organisés et tous les replays d'ailleurs sont encore en ligne sur la plateforme. Il y avait bien sûr des conseils, des points conseils gratuits, différents documents que vous pouvez télécharger. Toutes ces informations, je le disais, sont en ligne sur la plateforme de solutions. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette plateforme de solutions Team France Export de France, c'est un véritable coach digital de l'international. Sur cette plateforme, on y retrouve beaucoup de contenus pédagogiques très riches. On y retrouve des informations marché, bien sûr. On y retrouve des premiers conseils. On retrouve des opportunités d'affaires. On retrouve bien sûr tout l'agenda de nos actions, des événements. Et puis bien sûr, aujourd'hui, vous le voyez, c'est ce que l'on voit sur cette homepage, le détail de tout le dispositif du plan de relance export. Alors notre stratégie aujourd'hui par rapport à cette information et compte tenu du plan de relance est bien sûr de poursuivre toute cette activité d'information en temps réel, mais de venir aussi enrichir avec beaucoup de contenu sectoriel. Vous avez la possibilité sur la plateforme de solutions de vous créer un compte numérique personnalisé qui va vous donner un accès à un espace sécurisé où vous retrouverez les agendas de nos activités, les opportunités d'affaires. Sachez qu'il y en a 231 en ligne là actuellement. Vous retrouverez des contenus sectoriels, thématiques, type livre blanc, des podcasts, etc. Et dès 2021, une deuxième carte interactive sera mise en place avec une information en live, mais par secteur. Alors, deuxième levier de ce plan de relance export que je souhaitais aborder, c'est le levier de prospection, mais notamment avec le chèque relance export. Alors, le chèque relance export, c'est quoi? C'est un levier financier, c'est une subvention que l'on peut donc demander sur des dépenses éligibles. Alors, c'est 15 000 chèques export qui sont disponibles d'ici fin 2021. Le chèque relance export, donc je le disais, c'est une prise en charge de 50% de la dépense éligible avec des plafonds. Un plafond de 1 500 € pour les prestations d'accompagnement collectif. C'est une prestation d'accompagnement collectif type mission de prospection. C'est 2 500 € sur des actions de type pavillon France à l'étranger ou des événements. Et c'est un plafond de 2 000 € sur les prestations d'accompagnement individuelles. Chaque entreprise peut bénéficier de 4 chèques, 2 sur les prestations individuelles, 2 sur les prestations collectives. Alors, un mot peut-être sur ce que l'on entend par dépenses éligibles. Évidemment, ce sont des prestations d'accompagnement à l'international.
Sur le volet collectif, ce sont les actions qui sont au programme France Export, et sur le volet individuel, c'est l'ensemble, enfin c'est les prestations proposées par la team France Export ainsi que par les partenaires agréés. Ils sont à peu près, je pense, au nombre de 200 aujourd'hui agréés. Voilà, une démarche qui est simple, qui est rapide également en termes de mise en œuvre. Alors, le point très important et ce qui en fait un levier tout à fait exceptionnel, c'est que cette aide nationale vient s'ajouter et cumulable avec les aides de la région. Cumulable avec le CIE que j'ai abordé un peu plus tôt, ce qui veut dire en fait que pour une dépense éligible aux deux dispositifs, vous pouvez avoir 50% financés par le chèque relance export et les autres 50% financés par le CIE, tout ça dans la limite bien sûr du plafond du CRE que l'on vient d'évoquer. Donc potentiellement une dépense financée à 100%. L'assiette des dépenses éligibles du CIE et du CRE sont très similaires. Bien sûr, cela englobe aussi bien des dépenses qui peuvent être des dépenses de préparation, donc faites ici, ou des dépenses de prospection que l'on peut évidemment faire à distance. Le chèque relance export va être cumulable aussi avec le deuxième dispositif que j'évoquais du booster exportation sur les accompagnements collectifs. Comme vu précédemment. Voilà. Peut-être un petit focus sur l'aspect prospection, parce que la situation, évidemment, ne permet pas forcément de aujourd'hui se déplacer dans les pays que l'on souhaite cibler. Et nos prestations face à cette situation se sont très vite adaptées dès le début de la crise, puisque grâce à l'alliance de notre réseau Team France Export à l'étranger et à la performance de nos outils numériques, nous sommes en capacité en fait de vous proposer des prospections à distance. On fait des sélections de vos partenaires clients potentiels à l'étranger. On organise pour vous ces rendez-vous avec ce client potentiel, avec un coaching et un encadrement un petit peu spécifique à cette prospection particulière. Donc c'est une démarche qui est maintenant déjà bien rodée et qui fait ses preuves et qui même ouvre d'autres perspectives pour les entreprises. Alors cette prospection à distance s'intègre dans une nouvelle gamme numérique que l'on propose, notamment comme le parcours e-commerce pour l'export, comme la participation à des salons virtuels lorsqu'ils sont en effet proposés en virtuel, tout un volet marketing digital pour atteindre vos cibles et également des vitrines digitales de l'offre française à l'étranger qui consiste en fait à présenter l'offre à une centaine d'acheteurs étrangers. 3 secteurs sont concernés à ce stade, vin et spiritueux, cosmétiques et agroalimentaire, avec une première inscription sur ces vitrines qui est gratuite. Un mot bien sûr aussi sur le volet prospection proposé dans cette région, par notre région. Alors, CCI International propose depuis toujours des participations sur des grands salons, notamment Fruit Logistica, Fruit Attraction pour 2021, CTL, WNE. Donc ces salons, on va essayer de continuer de poursuivre notre action et on va également vous proposer une programmation de missions collectives sur 2021 que évidemment on essaie de penser aussi bien en physique qu'à distance en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, dernier levier du plan de relance export que je souhaite aborder, c'est le soutien à la jeunesse avec le chèque relance VIE. Le plan de relance export prévoit à peu près 3000 chèques à disposition des entreprises, des chèques de 5000 € pour donc la mise en place d'un VIE qui sont cumulables là aussi avec les aides de la région que j'ai évoquées tout à l'heure. 2 chèques par entreprise sont possibles. Voilà, c'est un autre volet important, c'est j'ai oublié de mettre ce dernier slide. Voilà. Autre volet important, c'est la diversification des profils VIE afin donc de permettre à un plus grand nombre de pouvoir utiliser ce dispositif, soit en utilisant des formations plus courtes que peut-être celles qu'on avait habituellement, par exemple. Voilà pour les différents leviers que je souhaitais aborder. Bien sûr, on pourra répondre à toutes les questions, y compris peut-être sur ce qui n'a pas été abordé dans ces 3 premiers leviers. En conclusion, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de solutions, de préparation, beaucoup d'informations qui seront préparées, une prospection à distance, des leviers financiers vraiment inédits. Donc la Team France Export reste vraiment mobilisée aux côtés des entreprises
pendant cette période compliquée pour vous rendre l'international accessible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Merci également à Bruno pour sa présentation tout à l'heure. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section Q&A disponible donc sur Webex. Nous avons d'ores et déjà reçu 2 questions pour Bruno. Se déclarer en défaillance se fait-il selon une procédure connue? Enfin, quelle est la procédure pour se déclarer en défaillance? Oui, c'est auprès des tribunaux de commerce. Et il y a trois procédures de défaillance possibles, la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Et d'ailleurs, pour le moment, on voit une chute de tous les types de défaillance, même les sauvegardes. Et justement, ce que semblait dire pour le moment les présidents des tribunaux de commerce, c'est que idéalement, normalement, là, on devrait commencer à voir, on aurait déjà dû voir beaucoup de procédures de sauvegarde, celles qui sont faites en amont, et qu'ils ont peur qu'en fait, au moment où les entreprises vont arriver, ce sera un peu trop tard, et que du coup, à ce moment-là, on ait surtout des liquidations judiciaires, donc la disparition de l'entreprise. Merci Bruno. Deuxième question, quelques exemples de défaillances? Oui, alors les plus grosses défaillances, on va dire, sont celles qu'on a vues dans les médias, principalement dans le prêt-à-porter. On a eu La Halle, Camaïeu, Célio, Naf également. Et puis après, on a aussi eu, par exemple, dans la distribution de meubles Alinea, par exemple. Donc voilà, bon, c'est quand même très concentré sur la distribution de habillement, en tout cas les plus grosses. Parce qu'aussi, il faut le dire, en fait, cette crise a affecté tout le monde, mais celles qui sont tombées en premier sont celles qui étaient déjà fragilisées en amont, fragilisées avant cette crise. Et ça, en fait, ce sont surtout l'habillement, l'ameublement. Ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert de la vente en ligne et qui également, ensuite, en fait, avaient des marges déjà très très faibles. Sur l'habillement, on sait que par exemple, on a une diminution constante désormais de la consommation de produits en habillement. Donc voilà, à partir du moment où vous avez des marges faibles, ensuite, à moindre crise, vous tombez. D'accord, merci beaucoup. On a également eu Bio C'est Bon, par exemple, dans l'agroalimentaire, enfin dans la distribution alimentaire, qui montre, mais c'est encore une fois, c'est aussi l'un des groupes qui était les plus en difficulté dans la distribution de bio. D'accord. J'ai une troisième question qui est: que signifie diversification des profils? Je pense que c'était pour Nathalie. Oui, alors là, je laisserai volontiers peut-être notre collègue de Business France répondre à cette question, parce que les profils VIE, j'imagine que ça fait référence aux différents profils VIE. Je pense qu'on était souvent sur des profils de type commerce international, des profils plutôt formation commerce. Je pense qu'on va ouvrir ces profils et on va en tout cas ne pas forcément avoir des profils niveau Bac+5. Mais voilà ce que mon interprétation de ce sujet. Je ne sais pas si on peut donner la parole peut-être à Mathias Ebrard, s'il est là. Alors, tout de suite, unmute. Mathias? Oui, bonjour à tous. Moi aussi, c'est ma compréhension de la question. Enfin, je sais pas si ça faisait effectivement référence au VIE, mais jusque-là, on avait effectivement des profils type Bac+3, Bac+4, Bac+5, et effectivement, la diversification des profils, c'est qu'on va ouvrir la possibilité de faire des VIE sur des profils qui sont peut-être qui sont peut-être un peu moins académiques, avec des Bac+1, Bac+2 à partir de 18 ans. Voilà, tout simplement. D'accord, merci beaucoup Mathias. J'ai une nouvelle question pour Bruno. Les défaillances d'entreprises annoncées pour 2021 peuvent-elles avoir des répercussions sur la santé financière des banques à terme? Alors, on va dire qu'à court terme, non. À court terme, bon, alors déjà, les banques françaises étaient plutôt en bonne santé quand on faisait tous les stress tests de la part de la Banque Centrale Européenne.
on avait moins de doutes, on va dire, sur les banques françaises, par exemple, que sur les banques italiennes. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu, on va dire, certaines hausses de taux en début de crise en Italie, parce qu'on avait un doute sur la santé financière des banques italiennes, qui, elles, en fait, sont très dépendantes, détiennent beaucoup de bons du Trésor italien. Et donc, bon, à partir du moment où, en plus, les taux des bons du Trésor italiens augmentent, ça veut dire que la valeur diminue, bon, et qu'ensuite du coup ces banques-là étaient exposées. En France, c'est beaucoup moins le cas. La santé financière des banques françaises est assez bonne, et surtout, encore une fois, en fait, on a ici un État qui a couvert, enfin qui couvre sur les PGE 90% de la valeur des prêts sur les PME. Ensuite, bon, sur ETI, on est à 80 et sur les grandes entreprises, on est à 70. Mais encore une fois, on est plutôt dans une situation où l'État couvre ces risques-là et après avoir, on va dire, incité, voire un peu forcé la main aux banques pour accepter, pour prendre tous les risques ou vraiment le plus possible, on voit très mal l'État. Si jamais les banques étaient en difficulté à cause de ces prêts-là, on voit très mal l'État ne pas venir en aide, même comme ça. Vu la part, on va dire, des entreprises qui devraient faire des faillances et en même temps, on va dire, cette question des 90% du PGE qui est couvert par l'État, on ne voit pas de risque bancaire à court terme en tout cas. Tu es en mute, Charlotte. Ah mince, pardon. Autant pour moi. Il y avait donc une autre question pour toi toujours, Bruno. Quelle vision avez-vous de l'Iran et l'arrivée prochaine probable de Joe Biden? Pensez-vous que ce pays pourra être rouvert aux exportations? Et saurons-nous reconquérir derrière les Russes et les Chinois qui ont pris pas mal de place? Une question chargée. Sur l'Iran, évidemment, la situation est extrêmement difficile. C'est un pays qui est déjà très affecté par le boycott et puis évidemment aussi par la pandémie. Bon, on a toujours un peu du mal à y voir clair sur les chiffres, mais on sait que ça a été l'un des pays les plus affectés. En plus, bon, avec la chute des cours du pétrole, donc situation très 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 difficile pour l'Iran. Joe Biden probablement aura une approche, il semble en tout cas, même sur toutes les questions internationales, avoir une approche beaucoup plus multilatérale. Également sur la Chine, bon, sur la Corée du Nord, il faudra voir. Mais on va dire d'une façon, comme Obama, un peu plus académique, de gérer ces situations-là. Donc, encore une fois, après, c'est de la géopolitique. Il faut voir comment il va gérer ça à moyen terme. Mais globalement, on peut penser que la situation va se détendre à ce niveau-là, même si évidemment, après, il faudra voir la réaction de l'Iran, etc. Mais globalement, on pense qu'en tout cas, Joe Biden sera plus sur une position multilatérale pour tous les sujets. Et donc, encore une fois, dans la mesure où les Européens sont pour le fait voilà, d'ouvrir l'Iran, on peut penser qu'en tout cas, il y a de l'espoir à ce niveau-là. Et saurons-nous conquérir à vous de me le dire, je ne sais pas. Évidemment, à partir du moment où on ouvre, il y a des opportunités pour certains secteurs. Ensuite, ça, c'est extrêmement difficile de vraiment y répondre. D'accord, merci. Nathalie, une question pour toi. Bonjour, en tant que fournisseur de services de marketing digital et de e-commerce, comment puis-je faire valoir vos aides auprès de mes prospects? Tu étais en mute. Nathalie. Oui, pardon. Ah, c'est bon. C'est bon Oui. Pardon. Oui, donc si je comprends, les prestations proposées par cet interlocuteur sont des prestations de marketing digital, c'est ça? Marketing digital et e-commerce. Donc, comment peut-il faire valoir les aides de la CCI Hauts-de-France auprès de ses prospects?
Alors, on peut, dans le cadre de la mise en place d'un parcours export, donc avec un levier CIE, effectivement proposer différentes prestations qui sont opérées par des partenaires et notamment des structures privées. Et le point est que le point de départ, si vous voulez, c'est l'entreprise qui nous évoque un projet sur lequel nous, on va essayer de répondre avec différentes solutions. Et donc, effectivement, si cette entreprise nous demande de mettre au parcours export une prestation d'un partenaire privé, eh bien, nous allons pouvoir l'inclure en effet dans le parcours export et demander un financement, y compris pour cette action-là, pour le peu, bien sûr que la prestation est éligible. Et s'il s'agit de marketing digital pour atteindre cette cible à l'international, ça sera tout à fait éligible à un financement CIE. Merci beaucoup. Et je pense que nous avons le temps pour une toute dernière question. Le PGE est surtout fait pour dépanner la trésorerie. Notre trésorerie est bonne car la baisse du chiffre d'affaires a libéré artificiellement du cash. Peut-on malgré tout solliciter un PGE pour financer l'éventuel futur besoin de BFR avec l'augmentation des stocks en cours ou des embauches et des missions export futures? Quelqu'un pour répondre à cette question? Moi, à titre personnel, je ne connais pas exactement tous les détails du PGE, mais en tout cas, au moment où là, on pouvait le demander, il n'y avait pas de raison pour le demander. On n'avait pas besoin de... Il y a juste une limite en termes de pourcentage du chiffre d'affaires, donc il n'y avait pas à justifier le pourquoi de ce PGE qui en plus a été prolongé, en tout cas la possibilité d'avoir accès à ce PGE ou d'en redemander a été prolongé jusqu'au 30 juin, alors qu'il devait normalement expirer à la fin de l'année. Et encore une fois, dans la limite, il me semble, de 25 à 30% du chiffre d'affaires. Donc tant que vous n'avez pas pris la totalité de, on va dire, de ce montant disponible en soi, oui, normalement vous pouvez le prendre pour quelque raison que ce soit en fait. Au final, d'ailleurs dans les enquêtes réalisées auprès des entreprises par la BPI, en fait il y avait il y a vraiment diverses utilisations du PGE. Certains l'ont juste pas du tout utilisé en fait, l'ont juste mis de côté et gardé au cas où sont prêts à le rembourser à tout moment. D'autres l'ont utilisé pour telle ou telle chose. Donc il n'y a pas d'autres après l'ont utilisé par exemple pour payer les salaires avant de se faire rembourser le chômage partiel. Il peut y avoir diverses utilisations et normalement il n'y a pas de condition en fait à ce niveau-là, juste une limite de montant. Et ensuite la banque qui va décider si on peut vous l'accorder ou pas. Mais globalement, 97% des demandes ont été acceptées et il y a une forte incitation politique auprès des banques pour qu'elles acceptent de donner des PGE. Hors situation vraiment catastrophique. D'accord. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup Nathalie, Virginie et Guilherme qui a dû nous quitter en cours de webinaire pour ce webinaire exceptionnel en partenariat donc entre COFAS et la CCI des Hauts-de-France. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté ce webinaire. Nous arrivons à la fin. Ce webinaire était enregistré et nous vous enverrons un replay soit côté COFAS, soit côté Chambre du commerce international. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.